Donc, nous allons passer à la présentation de Sébastien sur les méningiomes. Donc, on te passe la main. Donc, je vais vous parler des aspects chirurgicaux des méningiomes en général et des méningiomes associés au traitement progestatif. C'est le sujet qu'on m'a demandé d'évoquer. Aujourd'hui, il est plus possible de parler de chirurgie sur un thème comme celui-là sans parler aussi de l'effet de l'arrêt du traitement, puisque une des caractéristiques et des avancées qui ont été permis par la découverte de ce lien, c'est justement d'opérer moins, d'avoir un opératoire. Ça a été très bien montré dans la première étude sur l'acétate de cyproterone, et ça a été également montré dans cette étude sur l'utérine et l'uténile. Les opératoires diminuent significativement. Donc sur les méningiomes, je vais passer assez vite. C'est une tumeur cérébrale assez fréquente pour nous neurochirurgiens. C'est une lésion qui ne se trouve pas à l'intérieur du cerveau, mais qui se trouve à l'extérieur et qui entraîne des symptômes par la compression du cerveau, compression de la moelle épinière, compression des nerfs. C'est une tumeur dont la fréquence augmente avec l'âge. Il y a une prédominance féminine qui est tout à fait nette. Les facteurs de risque identifiés, quand j'ai commencé cette spécialité, on parlait surtout de radiation ionisante, de la neurofibromatose. On s'aperçoit aujourd'hui, avec la découverte de ces liens forts entre les traitements hormonaux et les méningiomes, que les facteurs hormonaux sont un facteur de risque tout à fait significatif. Les méningiomes multiples sont de moins en moins rares. On fait beaucoup d'IRM aujourd'hui pour d'autres raisons, ce qui permet de découvrir fortuitement pas mal de méningiomes. Et on s'aperçoit qu'environ 10% des patients ont des méningiomes multiples. C'est encore plus le cas dans cette association entre méningiomes et traitements hormonaux, ou en particulier pour l'acétate de cyproterone, où les méningiomes sont assez souvent multiples. Il y a un certain nombre de ces méningiomes qui sont atypiques, c'est-à-dire qui ont une évolution potentiellement plus agressive, et il y en a un très faible pourcentage qui sont malins, c'est-à-dire cancéreux d'emblée. C'est des situations tout à fait rares dans notre pratique et où un certain nombre de facteurs de risque spécifiques peuvent assez souvent être identifiés. Donc ça ne concerne vraiment pas les méningiomes associés aux traitements hormonaux, en particulier en ce qui concerne les méningiomes malins. Ça, c'est une photo qui vous montre bien que ce méningiome de la convexité ici n'est pas du tout dans le cerveau, mais il est situé sur la convexité crânienne, et donc il a tendance à comprimer le cerveau et à laisser cette empreinte qui est là. Je vais vous montrer une petite vidéo chirurgicale qui ne choquera pas parce qu'elle est tout à fait soft et ne montre pas trop sanguinolente. En tout cas, je me suis efforcé de trouver quelque chose de soft, mais qui montre bien, voilà, le méningiome une fois enlevé. Ce qui est blanc, c'est la dure-mère qui entoure le cerveau. On a découpé la dure-mère tout autour et on enlève ce méningiome et on voit bien qu'il crée une empreinte sur le cerveau et c'est ça qui entraîne les symptômes. Donc les chirurgies ne se passent pas toujours comme ça, hein. Là, c'était une chirurgie particulièrement simple sur un méningiome qui n'adhérait pas au cortex cérébral et donc qui a pu être enlevé très simplement. Les manifestations cliniques des méningiomes sont éminemment variables. On a plus de patients asymptomatiques parce qu'on découvre le méningiome de manière fortuite. Avec le dépistage systématique qui a été lancé dans le cadre de l'acétate de cyproterone et qui va l'être dans le cadre de l'utéran-luténile, on va retrouver de plus en plus de méningiomes chez des patientes qui n'ont pas forcément de symptômes. Donc, encore une fois, c'est très variable en fonction de la localisation. Le lien de cause à effet avec les céphalées ne peut quasiment jamais être affirmé, sauf dans le cas d'une augmentation de la pression dans le crâne. Et vous voyez toutes sortes de symptômes possibles en fonction de l'endroit où se trouve le méningiome, en fonction de la région du cerveau qui est comprimée, en fonction des nerfs qui sont comprimés. Les options thérapeutiques pour les méningiomes, la première option thérapeutique à considérer, c'est la surveillance. Faut-il opérer, faut-il traiter un méningiome lorsqu'on voit une patiente en consultation ou un patient? Pas forcément.
Si le patient ou la patiente est peu symptomatique ou asymptomatique, une surveillance première est tout à fait indiquée pour avoir une idée du profil évolutif de ces méningiomes, d'autant plus aujourd'hui quand on apprend au moment de la consultation que la patiente prend un traitement hormonal parce que dans un bon nombre de cas, il y a une régression à l'arrêt du traitement. Donc, en l'absence de régression, en cas de progression, soit l'imagerie sur des IRM successives, soit en cas de progression des symptômes, un traitement est indiqué et le traitement le plus fréquemment proposé, c'est la chirurgie. Quand le méningiome peut être enlevé complètement avec sa base d'insertion sur la dure mère, comme vous l'avez vu sur la petite vidéo, eh bien, le taux de guérison est très important. Dans un certain nombre de cas, dans des localisations complexes, quand le méningiome est par exemple situé sous le cerveau, donc pas sur la convexité, mais vraiment sous le cerveau, on est parfois obligé de laisser un résidu de ce méningiome, c'est assez fréquent. Soit c'est l'objectif qu'on s'est donné au départ, soit la chirurgie est délicate et on n'arrive pas à enlever la totalité, soit c'est un objectif fixé au départ. On savait d'ores et déjà qu'une partie du méningiome n'allait pas pouvoir être resséquée. Dans ce cas-là, sur ces résidus, on fait généralement, dans un premier temps, une surveillance et on peut être amené ensuite à traiter par un traitement complémentaire, radiothérapie ou radiochirurgie qui ont prouvé une certaine efficacité dans les méningiomes. Voilà. La radiothérapie ou la radiochirurgie peut être aussi proposée d'emblée comme une alternative à la chirurgie dans des petits méningiomes, dans des localisations difficiles ou si le patient ne peut pas bénéficier d'une intervention chirurgicale parce que trop fragile, par exemple. Les risques de la chirurgie, c'est bien sûr pas anodin, c'est la raison pour laquelle il faut se poser la question de l'indication opératoire. La chirurgie est-elle nécessaire? Si on peut l'éviter, c'est toujours mieux pour le patient. Les risques qui sont liés à la localisation. Bien sûr, un méningiome sous le cerveau va être beaucoup plus difficile d'accès, les risques seront plus importants qu'un méningiome de la convexité. Mais sur la convexité, en fonction du cortex, de la partie du cerveau qui est en regard du méningiome, les risques peuvent être aussi significatifs. Si par exemple le méningiome comprime les zones du langage ou de la motricité, ce sera un risque post-opératoire dans ces méningiomes opérés. Ils sont aussi fonction des antécédents et de l'état général du patient. Les risques sont plus importants chez les patients âgés, chez les patients fragiles, chez les patients qui ont des antécédents significatifs. Donc tout ça doit être pris en considération, bien sûr, pour décider d'une chirurgie. Je vous montre là des exemples de méningiome. Ça, c'est un méningiome qui est dit de la base du crâne. Vous voyez qu'il est situé sous le cerveau. Son accès sera bien plus difficile que ce petit méningiome qui est là sur la convexité cérébrale où l'accès sera relativement simple. Donc des chirurgies avec une complexité et des risques bien sûr très différents de la localisation du méningiome. Ça, c'est un tout petit méningiome. On aurait tendance à dire, il est tellement petit, est-ce que ça vaut la peine de l'opérer? Il est très petit, mais il est situé dans le canal optique, donc il comprime très fortement le nerf optique et il est responsable de symptômes. Donc la taille ne présume pas forcément de la nécessité de l'opérer ou pas, c'est surtout sa localisation. Est-ce qu'il entraîne des symptômes? Quel type de symptômes en particulier? Donc, je vais vous passer cette vidéo de ce méningiome du nerf optique, quoique je peux vous montrer un tout petit peu le début pour vous montrer où se situe le méningiome. Ce qui est blanc derrière, c'est le méningiome du nerf optique. Le méningiome du canal optique, c'est le nerf optique, pardon. Et le méningiome, c'est cette petite boule un peu rosée qui est juste située médialement par rapport au nerf optique. Ça, c'est un autre exemple de méningiome. Ce n'est pas forcément des patients qui sont très symptomatiques. Parfois, c'est très peu de symptômes parce que tout simplement, le méningiome a pris de très, très longues années avant d'arriver à ce volume. Plus l'évolution est lente, plus il y a des méningiomes d'une taille relativement élevée. Et ça, c'était une patiente qui avait finalement peu de symptômes au moment du diagnostic, malgré une masse très importante. Vous voyez la différence par rapport au tout petit méningiome que j'ai montré avant, qui lui a été très précocement symptomatique. Ça, c'est l'exemple typique, très caractéristique d'une méningiomatose sous acétate de cyprotérone, avec une IRM sur laquelle on visualise plein de méningiomes,
une bonne dizaine chez cette patiente. Seuls les méningiomes situés en avant, près des voies optiques, étaient symptomatiques. Ça, c'est un méningiome situé sur les sinus veineux. Ce n'est pas forcément une localisation sous le cerveau, mais une localisation complexe parce que sur cette voie de drainage du sang cérébral, et là aussi, ça pose des difficultés techniques pas négligeables, même s'ils sont relativement en surface. Je vous montre aussi cet autre type de méningiome qui sont des méningiomes sphéno-orbitaires avec une tendance à fabriquer de l'os en regard de la base d'insertion. Donc le méningiome, c'est ce petit tapis blanc que vous voyez, et ce méningiome, en fait, plutôt que de donner une boule qui pousse vers le cerveau, finalement, il a fabriqué de l'os, et cet os, cette hyperostose, peut être à l'origine de symptômes. Ici, c'est une exophthalmie, c'est-à-dire le globe oculaire qui a tendance à sortir un petit peu. C'est important de noter ces types de méningiomes parce qu'ils sont particulièrement fréquents chez les patientes qui, justement, prennent des traitements hormonaux progestatifs type Luthéran ou Luteinide. Donc, le lien entre les méningiomes et les hormones, on le connaît depuis assez longtemps. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous ont permis de dire qu'il y avait un lien. Tout d'abord, la prédominance féminine. Alain a bien précisé que chez les femmes en âge de procréer, le ratio homme-femme, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes, encore plus que le ratio dans la population générale qui est 2,2 sur 1. Il y a assez fréquemment une accélération de la croissance des méningiomes pendant la grossesse. Il arrive qu'on constate des décroissances juste après l'accouchement. Les associations ont été suspectées avec le cancer du sein, avec l'hyose, avec les fibromes utérins. C'est assez discuté, mais il n'est pas impossible que les traitements hormonaux, les progestatifs, soient en fait l'origine de ce plus que le terrain, un terrain prédisposant chez ces femmes. L'expression des récepteurs à la progestérone est plus exprimée dans la durée, il est très exprimé dans les méningiomes. Et on a de temps en temps une augmentation de taille et des symptômes pendant la phase lutéale du cycle menstruel. Si on est sensible à ça, effectivement, beaucoup de femmes décrivent une petite accentuation de leurs symptômes pendant cette phase. Les données de la littérature ont été assez discordantes, en fait, et il y a eu de nombreuses études épidémiologiques sur ce sujet qui n'ont pas permis de conclure de manière très claire. C'est la raison aussi qui nous a amené à faire cette étude nationale menée par Alain Weil, parce que la littérature n'était pas très claire. Un certain nombre de publications disaient qu'il n'y avait pas de lien, d'autres disaient que le lien était faible ou modéré. En ce qui concerne les contraceptifs oraux, la tendance est plutôt, dans la plupart des publications de la littérature, de dire que le lien est absent ou très faible. Mais pour les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, la communauté chirurgicale a toujours eu l'impression qu'il y avait ce lien, mais encore une fois, il n'était pas clairement établi du tout dans les publications scientifiques. Ça, c'est un exemple d'une publication pas si ancienne qui dit que les traitements hormonaux substitutifs, finalement, n'étaient pas associés à un risque augmenté de méningiome. Ça, c'est une publication qui a jeté un peu le trouble dans la communauté scientifique parce que justement, il disait qu'il n'y avait pas de lien entre l'acétate de cyprotérone et les méningiomes chez les femmes. Par contre, il y avait un petit lien chez l'homme et ce n'était pas du tout l'impression qui remontait de nos expériences respectives. Ça, c'est l'étude donc réalisée par la CNAM, dirigée par Alain Weil, et qui a donc prouvé ce lien entre l'acétate de cyprotérone et les méningiomes une bonne fois pour toutes. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être ensemble pour discuter des autres traitements. Donc, ça fait un petit moment qu'on avait la puce à l'oreille sur ce lien. Nous, notre équipe était sensibilisée sur le sujet depuis une bonne dizaine d'années. La toute première présentation qu'on a faite sur ce sujet date de 2008. Ça, c'est un article qu'on a publié rapidement, un peu après, deux ans après. Et cet article parlant d'un peu plus de patientes plus récemment, qui montrait une chose très importante, qu'à l'arrêt du traitement, la plupart de ces femmes voyaient leur méningiome régresser
Et c'est le cas, par exemple, pour cette patiente. Vous voyez qu'il y a une masse relativement importante à la limite de l'indication opératoire et qui progresse un petit peu parce que la patiente est toujours sous traitement. Et, peut être poussé à une intervention chirurgicale, mais vous voyez qu'à l'arrêt du traitement, on a une régression significative du méningiome. Je suis toujours cette patiente et son méningiome continue de régresser. Voilà d'autres exemples de régression du méningiome à l'arrêt, un méningiome de la convexité. Alors, il n'était pas forcément d'indication opératoire au départ parce qu'il est tout petit, mais si la patiente continue le traitement, il grossit et à un moment donné, peut se poser la question d'une intervention chirurgicale. Ça, c'est un méningiome de la base du crâne, un peu plus technique à opérer, et on est bien content de voir que le méningiome régresse. Donc, il y a eu pas mal de publications depuis sur ces sujets-là, en particulier l'acétate de cyprotérone. Je dirais qu'il y en a une bonne vingtaine dans la littérature qui rapportent un peu la même expérience, c'est-à-dire cette forte tendance à la régression à l'arrêt du traitement. Je vais vous montrer là un exemple qui montre à quel point c'est important de savoir qu'il y a un lien et de savoir que ça régresse. C'est une publication sur une patiente qui avait ce très volumineux méningiome olfactif, responsable de symptômes visuels assez importants, responsable de troubles du comportement chez une patiente qui a pris ce traitement pendant une trentaine d'années. On ne l'a pas opéré parce qu'on savait qu'il y avait très certainement un lien, bien que ne pas opérer dans ces circonstances-là, vous avez vu qu'elle présentait des troubles visuels assez sévères et une dégradation assez rapide, mais vu la gravité et le risque de l'intervention, il a préféré quand même d'abord très rapproché de l'acuité visuelle du champ visuel pour voir si ça régressait. Et oui, ça régressait. Vous avez vu qu'en l'espace de finalement un peu moins d'un an, le méningiome a régressé de 2/3 et l'intervention chirurgicale a pu être évitée. Y a un débat, on entend assez souvent des personnes évoquer le risque de méningiome atypique sous traitement progestatif. Je dois dire que personnellement, dans mon expérience, ces méningiomes liés à des traitements hormonaux sont quasiment toujours bénins. Les cas de méningiome atypiques sont très rares, je n'en ai personnellement jamais vu, mais il y a tout de même un cas qui a été décrit récemment, ce qui incite à une certaine vigilance, mais néanmoins, comme neurochirurgien, et la plupart de mes collègues me rejoindront, je pense, sur ce point, le pourcentage de méningiome atypique, donc des méningiomes potentiellement agressifs, est quand même très, très faible sur ces de méningiome liés à un traitement hormonal. Alors, qu'en est-il de l'utéran et du luténil? Finalement, on a assez peu de données dans la littérature à ce stade pour dire qu'il y a un lien. On a publié, mon équipe et moi-même, il y a plus d'un an, qui ont régressé à l'arrêt du luténil, mais il y a très peu d'autres publications. Une publication qui date qui est un peu plus tardive, qui date de 2007 sur cette régression d'un méningiome à l'arrêt du lutéran. Vous voyez que la régression est tout de même spectaculaire. Et dans cette publication, ils font état d'une publication plus ancienne, mais qui est difficile à trouver en japonais et dans des revues japonaises qui datent de 2004. Mais les données sont tout de même assez on voit par cette publication récente aussi de notre équipe que c'est important aussi parce que le luténil, le lutéran ne peuvent pas être des traitements proposés comme par exemple après la découverte du méningiome, parce que ça a un effet assez similaire à l'acétate de cyprotérone sur ces méningiomes, c'est-à-dire que ça favorise la croissance. Donc l'étude, bien sûr, qui vient d'être réalisée et présentée par Alain Weil nous donne pas mal d'éléments de réponse, en tout cas confirme qu'il y a un surrisque tout à fait significatif, un peu moindre qu'avec l'acétate de cyprotérone,
Ce qui est important maintenant, c'est d'essayer de déterminer les spécificités de chaque traitement. Les risques ne sont pas tout à fait les mêmes, donc il est possible qu'il y ait des spécificités de localisation. Est-ce que le pourcentage de régression à l'arrêt du traitement est le même pour l'uténil et l'utéran que pour l'acétate de cyprotérone? Tout ça reste à étudier à partir des cas identifiés dans les services de neurochirurgie et éventuellement la mutualisation de ces cas pour avoir une population suffisante pour dresser des conclusions. Il y a eu des articles de recherche fondamentale récents sur ces méningiomes liés aux traitements hormonaux et ces articles semblent indiquer que le paysage mutationnel dans ces méningiomes est différent. Donc, on a vraiment affaire à un type de méningiome tout à fait particulier. Il est important, à la lumière de ces études, de parler de projets futurs. Je crois que l'élaboration d'un registre ou d'une base de données nationale serait particulièrement intéressante, justement pour étudier un peu les spécificités de chaque traitement, aller plus en détail dans l'analyse des données radiologiques, parce que c'est ça l'élément clé qui nous permet de prédire ce que sera l'avenir pour ces patientes atteintes de méningiome. Il est important d'étendre ces études épidémiologiques sur l'ensemble des projets statifs et éventuellement sur les contraceptifs oraux. La littérature est controversée, indique plutôt qu'il n'y a pas de risque, c'est probable, mais ça mérite peut-être d'être étudié. Se pose le problème du lien entre ces méningiomes hormonaux induits et la problématique de la grossesse. On a un certain nombre de patientes qui viennent nous voir à l'arrêt du traitement, qui voient leur méningiome régresser et qui ont un désir d'enfant et on ne sait pas très bien quoi répondre à ces patientes parce qu'on n'a pas de recul, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais ce qu'on sait, c'est que la grossesse en soi favorise la progression des méningiomes. Est-ce qu'elle favorise la progression des méningiomes de la même manière qu'il s'agisse d'un méningiome lambda ou d'un méningiome hormono-induit? C'est des questions pour lesquelles on a besoin d'une réponse assez urgente pour pouvoir répondre à ces femmes qui ont un méningiome, un désir d'enfant et qui ont un méningiome lié à ces traitements hormonaux. Quelle est l'évolution après l'arrêt de ces traitements? Encore une fois, on sait que ça régresse dans bon nombre de cas. Est-ce que ça régresse dans la même proportion pour le luténil et le lutéran que pour l'acétate de cyprotérone? Pour l'instant, je dirais que la réponse n'est pas tout à fait claire. En tant que clinicien, et Henri Dufour me rejoindra, on a la sensation que la régression spontanée ou la stabilisation est moins fréquente pour le luténil et le lutéran que pour l'androcure. Est-ce que c'est parce qu'un certain nombre de ces méningiomes sont en fait pas vraiment liés au luténil et au lutéran? Peut-être, mais ça mérite des études plus approfondies. On n'a pas de réponse sur l'évolution à très long terme. Qu'est-ce que donne un méningiome qu'on a vu régresser pendant une dizaine d'années? Qu'est-ce qui donne à 20 ans? Qu'est-ce qui donne à 30 ans? Personnellement, je suis plutôt optimiste. Je ne vois pas très bien ce qui pourrait perturber la régression de ces méningiomes, mais j'ai pas d'éléments. Je ne peux pas affirmer quoi que ce soit aux patients qui me le demandent. Je peux être rassurant parce que c'est mon impression, avec à peu près maintenant 10-15 ans de recul sur les patientes les plus anciennement identifiées avec un méningiome sous acétate de cyprotérone. C'est vrai que je n'ai pas vu de reprise évolutive depuis, mais la vie, ça ne s'arrête pas à 10-15 ans. Et donc, les réponses manquent un peu à ce niveau-là. La France n'est pas isolée. On a vu qu'on était de ces traitements que dans beaucoup d'autres pays, mais je crois qu'il est important de faire des études internationales, européennes, voir quelle est l'épidémiologie de ces méningiomes en fonction des pays, en fonction de la culture de ces pays par rapport aux traitements hormonaux. L'Amérique du Sud, par exemple, utilise beaucoup l'acétate de cyprotérone et on n'a pas beaucoup de retours de l'Amérique du Sud. Est-ce que c'est parce que la connaissance de ce lien n'est pas répandue? Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a urgence à diffuser notre information et faire des études européennes ou internationales pour savoir si le problème est le même partout ou pas. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sébastien pour cette belle présentation clinique. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être présenté? Nous sommes tous sous la sidération positive de la présentation, donc on va maintenant... Hein?
Qu'est-ce que tu dis? J'espère que ce n'est pas la consternation plutôt. Non, non, on est tous impressionnés. Donc, on a pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave parce que je pense que c'est important que ces présentations soient faites et soient discutées de manière extensive puisqu'elles posent vraiment les jalons de la suite et des décisions qui seront prises. Et surtout pour les associations de patientes qui sont là avec nous aujourd'hui. Et c'est peut-être la première fois finalement qu'elles les entendent. Donc, voilà, même si nous avons pris des retards, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait faire et prendre bien son temps pour écouter chacun d'entre vous. Donc maintenant, nous allons passer à la partie audition professionnelle de santé, société savante, puis association et patiente. Donc la première audition va permettre d'entendre le professeur Florence Trémolière du CHU de Toulouse, qui parle au nom de 4 sociétés savantes de gynécologie. Je la laisserai détailler les acronymes. J'ai du mal à me rappeler. CNGOF, CNEGM, Centre de référence PGR, et FNCGM. Bonjour, donc Je vous laisse également vous présenter. Oui, tout à fait. Pardon. Donc, je suis le professeur Florence Trémolière, je suis endocrinologue de formation et actuellement je suis professeur de gynécologie médicale au CHU de Toulouse. Donc effectivement, comme vous l'avez indiqué, je suis le porte-parole, entre guillemets, d'un groupe de travail qui regroupe 4 sociétés savantes. Donc vous avez à la fois les acronymes et la traduction sur cette diapositive, c'est-à-dire le Collège national des enseignants de gynécologie médicale, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale et les centres de référence des pathologies gynécologie rares. Donc ces 4 sociétés savantes regroupent la majorité des praticiens gynécologues qui sont impliqués potentiellement dans la prescription de ces traitements. Donc, quelques mots de généralité juste pour reposer le problème, hein, puisque, attendez, excusez-moi, voilà. Puisque c'est macroprogestatif dont on va parler, c'est-à-dire acétate de normegestrol et acétate de clomaradinone. Donc, ce sont des stéroïdes de synthèse qui, par définition, ont une activité anti-œstrogénique et une inhibition de la prolifération endométriale. Et c'est essentiellement sous cet aspect-là que ces progestatifs vont être utilisés dans notre pharmacopée. Donc, ils appartiennent, on a l'habitude de classer ces progestatifs selon leur structure chimique, avec globalement 2 grandes catégories, des dérivés de la progestérone et des dérivés de la testostérone. Et au sein des dérivés de la progestérone, on va différencier les dérivés de la 17-hydroxyprogestérone dont fait partie l'acétate de chlormadinone et les dérivés de la 19-norprogestérone qu'on en appelle également des norprégnanes dont fait partie l'acétate de normegestrol. Alors il est évident que tous ces progestatifs ont la capacité de se lier à tous les récepteurs stéroïdiens et ils vont avoir des activités de type agoniste ou antagoniste en fonction du recrutement de différents co-répresseurs ou co-activateurs qui fait qu'il y a vraiment un effet molécule à proprement parler et qu'on ne peut pas faire une généralité à partir de la classe biochimique à laquelle ils appartiennent en termes d'activité biologique. Hein. Ça, s'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est qu'ils ont une activité biologique propre et que c'est peu une activité de classe. Quelques généralités également, je vais faire très rapide. Je voudrais insister sur 2 choses. Ces 2 progestatifs ont une biodisponibilité extrêmement importante et notamment, ils ne se lient pas à la CHBG ou à la CBG, qui sont des protéines dont la liaison, ou tout au moins dont l'augmentation de par l'effet des progestatifs, est associée à certains effets, notamment au plan vasculaire. Et le deuxième élément, c'est qu'ils ont une demi-vie qui est relativement longue. Je vous les avez sur cette diapositive, hein, donc de l'ordre de plus de 36 heures en moyenne, qui fait qu'on les utilise, qu'on peut les utiliser un certain nombre de jours par mois, puisque c'est pour certains d'entre eux à la base de leur utilisation. Le dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est que tous les 2 ont une activité antigonadotrope prouvée, qui est un effet qui est dose dépendant. Donc, pour l'acétate de chlormadinone, cet effet est retrouvé essentiellement pour des posologies de plus de 3,75 mg par jour. Hein, ce n'est pas démontré pour la posologie de 1,25 et moyennement démontré, ou tout au moins l'effet est un petit peu plus fonction de la durée de traitement avec la dose de 2,5. Et c'est la même chose pour l'acétate de chlormadinone, même si pour ce dernier progestatif, il n'y a pas eu d'effet dose à proprement parler, il y a eu des effets dépendants de la durée d'utilisation, où l'effet antigonadotrope est retrouvé dès le premier cycle de traitement
à partir du moment où vous le donnez au minimum 20 jours par mois, alors que lorsque vous le donnez pour des durées de traitement moindres, il faut attendre le deuxième, voire troisième mois de traitement pour pouvoir avoir cet effet antigonadotrope. Et ces deux progestatifs, et c'est ce qui fait leur intérêt, ont un effet progestéronique relativement important, en tout cas beaucoup plus marqué que la progestérone sur l'endomètre, ce qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser dans des pathologies qui sont caractérisées notamment par des saignements endométriaux. Donc, une fois que ce rappel pharmacologique a été fait, je voudrais maintenant revoir avec vous toutes les indications que nous avons reprises, dans quel cadre ces deux progestatifs vont pouvoir avoir la balance bénéfice-risque la plus favorable. Alors, la première des indications, c'est toutes les situations à risque vasculaire, toutes les situations pour lesquelles on a une contre-indication absolue à l'utilisation des contraceptions des œstroprogestatives à titre donc contraceptif. Donc, je vous ai rappelé sur cette diapositive l'ensemble de ces situations cliniques, ou tout au moins l'ensemble de ces facteurs de risque qui contre-indiquent l'utilisation des contraceptions œstroprogestatives ou des pathologies hormonodépendantes qui également sont des contre-indications absolues, soit parce qu'il y a un risque vasculaire, soit parce qu'il y a un risque élevé de récidive de la pathologie. Et puis après, bien sûr, ces facteurs de risque vasculaire, ils vont être modulés en fonction de leur nombre, de leur importance, pour juger de la contre-indication absolue ou relative à ces contraceptifs œstroprogestatifs. Alors, il est évident qu'en termes de contraception, il n'y a pas que la contraception œstroprogestative, et on a un certain nombre d'autres moyens contraceptifs qui peuvent être utilisés, dispositifs intra-utérins, des microprogestatifs, l'implant à la progestérone. On a un certain nombre d'autres composés progestéroniques ou pas qui peuvent être utilisés. Néanmoins, et c'est là ce qui fait toute la spécificité de l'utilisation de ces macroprogestatifs, il y a un certain nombre de situations cliniques pour lesquelles il y a la nécessité d'un traitement antigonadotrope. En particulier, tout ce qui est kyste fonctionnel ovarien à répétition, pour lequel les autres moyens de contraception ne vont pas pouvoir répondre à la prise en charge de ces patients, notamment lorsque ces femmes ont un traitement anticoagulant au long cours, que ce soit AVK ou traitement anticoagulant par voie orale. Lorsqu'on a des refus, une intolérance ou une impossibilité de pose des dispositifs intra-utérins, et c'est particulièrement le cas pour les adolescentes ou un certain nombre de femmes qui refusent ce type de contraception. Et puis également, les microprogestatifs ne vont pas pouvoir être utilisés chez toutes les femmes, notamment, je dirais, un petit peu aux deux extrêmes de la vie reproductive de la femme, que ce soit chez les jeunes femmes ou au contraire après 45 ans, où la plupart du temps, le contrôle du cycle chez ces patientes n'est pas optimum avec ce type de contraception. L'avantage également de ces deux macroprogestatifs, notamment pour l'acétate de chlormadinone, c'est qu'ils ont une neutralité vis-à-vis de l'hémostase. Et donc, on va pouvoir les utiliser sans grande crainte chez des patientes qui ont des facteurs de risque vasculaires, avec des données qui sont issues à la fois de travaux biologiques, notamment sur la résistance à la protéine C activée, où on voit que l'acétate de chlormadinone, contrairement aux œstroprogestatifs, quelle qu'en soit la génération, n'augmente pas par rapport à un groupe témoin cette résistance à la protéine activée. Et puis, on a également une étude de cohorte, enfin plus ou moins une étude cas contrôle qui a été faite chez des femmes à haut risque thromboembolique veineux qui ont été exposées ou pas à l'acétate de médroxyprogestérone. Et vous voyez ici, en tout petit à la fin, vous voyez que le risque relatif associé à la prise de ce traitement dans cette étude était inférieur à 1 à 0,8 de manière non significative. Donc ça, c'est une indication qui est pour nous particulièrement importante. Également, lorsqu'on est dans cette problématique de la contraception, il y a celle, bien sûr, de la contre-indication, mais également de l'intérêt du traitement antigonadotrope. Je vous l'ai dit par rapport aux kystes fonctionnels ovariens, mais également des patientes lupiques pour lesquelles il est particulièrement important de pouvoir avoir ce traitement antigonadotrope, puisqu'on a des données qui indiquent qu'avec ce type de traitement, on réduit les poussées lupiques et donc on va stabiliser la maladie lupique. Et vous savez toute la gravité de cette pathologie en termes de risque thromboembolique, notamment de risque thromboembolique artériel. Et donc je vous montre les résultats de cette étude qui avait comparé donc les poussées lupiques de patientes qui étaient soit traitées par l'acétate de cyprotérone, soit par l'acétate de chlormadinone à dose antigonadotrope. Et vous voyez qu'il y avait une réduction tout à fait significative de nombre de poussées lupiques chez ces patientes pendant la durée du traitement, avec, comme je l'ai déjà indiqué, une bonne tolérance gynécologique et surtout une neutralité vasculaire chez ces femmes qui sont à haut risque vasculaire. Donc, chez ces patientes qui ont la nécessité d'une contraception et qui, en plus,
nécessitent un traitement antigonadotrope pour leur indication, enfin pour le contrôle de leur pathologie, il est évident qu'on n'a pas d'alternative à un traitement antigonadotrope. Les deuxièmes types d'indications, ce sont les ménorrhagies. Et on rentre là dans les indications des AMM actuelles de ces progestatifs que je vous ai rappelés ici. Donc, progestérone, d'hydrogestérone, ce n'est pas l'objet de cette audition, mais je vous les ai rappelés. Donc, hémorragie gynécologique fonctionnelle. Et puis, prégnane et norprégnane, dont fait partie les deux progestatifs dont on parle aujourd'hui, avec cette AMM qui précise hémorragie fonctionnelle et ménorragie des fibromes. J'ai repris les recommandations du CNGOF qui avaient été établies en 2010, où effectivement, il y a des alternatives dans cette situation, avec le DU au lévonorgestrel avec un grade A. Donc, c'est la première réponse dans cette pathologie. Les œstroprogestatifs, que ce soit en grade B ou en grade C, selon qu'on s'adresse à des femmes en âge de reproduction ou chez l'adolescente. Il n'en demeure pas moins que dans ces situations, on risque de se retrouver dans une situation de contre-indication absolue, les situations de thrombophilie, les situations de facteurs de risque cardiovasculaires dont j'ai déjà parlé, ou de morbidité liée à l'âge et à d'autres facteurs de risque. Donc également, impossibilité de pose ou refus du stérilet. C'est beaucoup plus fréquent que ce que l'on peut penser. Vous savez qu'il y a eu là également une petite polémique, quand je dis petite, malheureusement, le milieu gynécologique est soumis depuis un certain nombre d'années à beaucoup de polémiques vis-à-vis de beaucoup de dispositifs médicaux ou de médicaments. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui actuellement refusent l'utilisation de ce type de progestatif, de ce type de contraception. Et il est évident que dans le cas de ménorragie, on ne peut absolument pas utiliser les dispositifs intra-utérins au cuivre. Les ménorragies dans toutes les maladies hémorragiques constitutionnelles, donc je vais passer vite, en tout cas, il y a eu un certain nombre de PNDS qui ont été écrits pour l'ensemble de ces maladies hémorragiques et pour lesquelles on a peu d'alternatives que d'utiliser ces macroprogestatifs à effet antigonadotrope. Troisième type de pathologie dans lequel l'utilisation de ces macroprogestatifs va potentiellement nous intéresser, c'est toute la pathologie mammaire bénigne, qu'il s'agisse des mastodinies, c'est-à-dire du symptôme mammaire, douleur mammaire, ou des mastopathies bénignes. Dans le cas de mastodynie, donc on a une indication pour les deux progestatifs dont on vient parler, avec des prescriptions soit 10 jours par mois, soit surtout 20 jours par mois, c'est-à-dire à dose antigonadotrope. Quelques alternatives thérapeutiques, le progestogel, gel de progestérone, ou la progestérone micronisée, en sachant que ces progestérones qui n'ont pas d'effet antigonadotrope ont une efficacité tout à fait limitée dans le contrôle de ces mastodynies. Elles sont bien sûr à utiliser en première intention lorsque les mastodynies sont modérées, et on a souvent des réponses qui sont tout à fait satisfaisantes avec ces alternatives. Malheureusement, chez les femmes qui ont des mastodynies sévères, et sont souvent des femmes qui sont après 45 ans, qui sont dans la période dite périménopausique ou de transition ménopausique, on n'a pas toujours d'alternatives satisfaisantes. Quand on rentre dans la mastopathie à proprement parler, c'est-à-dire polyadénomatose ou maladie fibrokystique, on est dans cette situation-là hors AMM. On a un travail qui vient d'être publié qui montre que chez les femmes qui ont une polyadénomatose, il y a une évolution favorable de l'évolution en taille de ces fibroadénomes, particulièrement avec l'acétate de médroxyprogestérol qui a été évalué. Il n'y a pas d'alternative thérapeutique en dehors des agonistes du GnRH, mais il est évident que ce traitement soulève la question de son utilisation au long cours compte tenu de ses effets secondaires qui induit du fait de la carence œstrogénique extrêmement importante qu'ils induisent. Et donc, le groupe de travail a considéré que dans ces deux pathologies, la balance bénéfice-risque était favorable, avec bien sûr les précautions d'usage en termes d'utilisation prolongée et de la cible des patientes qui seront à traiter en fonction de leur âge, puisque, comme ça a été rappelé il y a un instant, il y a clairement un effet dose vis-à-vis du risque de méningiome, comme un effet lié à l'âge des patientes qui vont être traitées. Les fibromes, donc ça a fait l'objet d'une grande discussion et on l'a vu déjà au début de cette audition publique. Donc, dans le cas de l'AMM, il est rappelé que les progestatifs, c'est un traitement de courte durée du symptôme ménorragique. Et effectivement, le groupe de travail tient à rappeler que ça ne constitue pas un traitement des fibromes, qu'il y a des alternatives thérapeutiques que je vous ai rappelées ici, des thérapeutiques médicales ou des thérapeutiques chirurgicales.
l'embolisation qui est certainement pas suffisamment utilisée actuellement dans le traitement des fibromes, bien que tous les fibromes ne soient pas accessibles à ce type de prise en charge. Donc, on considère que la balance bénéfice-risque, elle est peu favorable en première intention et qu'il n'y a pas d'indication pour la seule raison de ce fibrome au long cours. Il n'en demeure pas moins que dans certaines situations, dans certains types de fibromes, selon que les patientes souhaitent ou pas bénéficier d'un traitement conservateur, ils peuvent utiliser et a priori pour la durée la plus courte possible. Dans le cas de l'endométriose, c'est certainement la situation clinique dans laquelle on va probablement avoir une discussion qui sera la moins discutable, puisque non seulement, alors ça ne concerne que l'acétate de chlormadinone, puisque l'acétate de nomegestrone n'a pas l'indication dans le cas de l'AMM. Il n'en demeure pas moins que leur propriété antigonadotrope est largement utilisée dans la prise en charge de cette pathologie, tout en sachant que là également, les recommandations du CNJOF ont, de par l'absence de données sur le bénéfice clinique étayé au plan de la littérature des macroprogestatifs dont on parle, signale que c'est en première intention plutôt contraception œstroprogestative ou DILU au novogestrel et en deuxième intention dienogeste ou microprogestatif avec niveau de grade qui sont précisés ici. Bien sûr, il y a d'autres possibilités thérapeutiques, hein, les agonistes du GnRH. Alors, si on veut les utiliser au long cours, obligatoirement avec une ADVAC thérapie, ce qui soulève la tolérance de cette ADVAC thérapie par rapport à la pathologie endométriosique, la chirurgie, l'embolisation, la destruction thermique par ultrason focalisé, ça fait également partie, notamment lorsqu'on a une adénomiose pour cette dernière technique, de ce qui peut être utilisé dans cette pathologie. Il n'en demeure pas moins que le groupe de travail a considéré que la balance bénéfice-risque des macroprogestatifs était favorable, bien évidemment selon le niveau de risque individuel de méningiome, mais notamment en fonction de l'âge chez lesquels ce traitement va être utilisé. Lorsqu'on a une contre-indication aux contraceptions œstroprogestatives, on en revient toujours un petit peu à la même problématique, et quand bien sûr il y a une nécessité de contraception, et lorsqu'il y a une inefficacité des alternatives thérapeutiques. Ce qui nous paraît très important à souligner, c'est que l'endométriose, c'est une pathologie chronique qui, la plupart du temps, va nécessiter un arsenal thérapeutique relativement large parce que malheureusement, on a des échappements qui sont relativement fréquents selon ces différentes stratégies qui vont pouvoir être utilisées. Ce qu'on tient également à souligner, c'est que le dienogeste, qui est actuellement un progestatif qui est mis en avant de manière relativement importante dans la prise en charge de l'endométriose, il faut quand même savoir qu'on n'a pas de recul sur le risque de méningiome pour les longues durées d'utilisation, puisque jusqu'à présent, nous ne disposions pas de ce traitement en France, ou tout au moins, il n'était pas pris en charge par l'assurance maladie et nous n'avions pas de générique, ce qui n'est plus le cas actuellement, et que le laboratoire, tout au moins, signale que l'effet antigonadotrope est non démontré et donc lorsque la femme nécessite une contraception, suggère que ce traitement soit associé à une autre contraception, par exemple mécanique, par exemple des préservatifs. Donc il est évident que ça complique un tout petit peu son utilisation, même si encore une fois cette problématique de l'effet antigonadotrope, on pourra en discuter, est peut-être beaucoup plus important que ce que le laboratoire veut nous indiquer. Dans tous les cas également, si le traitement est efficace et quel qu'il soit, avec les précautions de surveillance éventuelles qui seront amenées à être discutées, il n'y a pas de raison suffisante pour arrêter un traitement X ou Y qui est associé à un bon contrôle de la maladie endométriosique, que ce soit en termes de douleur ou en termes de symptômes associés à cette pathologie qui est particulièrement grave chez la femme. Dernières indications dont on va parler, qui sont un peu moins fréquentes. Donc les hyperplasies endométriales sans atypie, on est là dans le cadre des AMM en cas d'hémorragie fonctionnelle ou de ménorrhagie avec des durées d'utilisation qui la plupart du temps sont relativement courtes et c'est dans cette situation qu'on va avoir une balance bénéfice-risque favorable, en sachant que là également il y a d'autres alternatives thérapeutiques, les stérilés, ou tout au moins le DIU ou l'évonorgestrel, d'autres progestatifs, l'endométrectomie ou certains traitements conservateurs de dégénération, sauf bien sûr lorsqu'il y a un désir ultérieur de grossesse, et puis l'hystérectomie en dernier lieu chez une femme qui n'aurait également plus de désir de grossesse. Plus rare encore, les hyperplasies endométriales avec atypie ou les adénocarcinomes endométrioïdes de grade 1 et de stade 1.
Là, on est hors AMM. Néanmoins, il y a un intérêt démontré de ces progestatifs antigonadotropes pour les femmes qui veulent garder leur fertilité et qui refusent l'hystérectomie. La plupart du temps, c'est des traitements relativement courts, la plupart du temps jusqu'au désir de grossesse, en sachant que là également, on a d'autres alternatives thérapeutiques, notamment le DIU ou lévonorgestrel ou d'autres macroprogestatifs. Dans tous les cas, s'il y a un échec ou une intolérance des alternatives dont on vient de parler, la balance bénéfice-risque est favorable, dépendant toujours pareil de la durée du traitement. Et enfin, je vais dire quelques mots sur les pathologies ovariennes bénignes. Donc, les kystes fonctionnels récidivants, j'en ai un peu parlé tout à l'heure dans le cadre de la contraception, lorsqu'on a des contre-indications vasculaires, notamment à l'utilisation des œstroprogestatifs, qui représentent une alternative thérapeutique lorsqu'on peut les utiliser, qui ne marchent pas toujours, mais qui néanmoins méritent d'être utilisés. Dans tous les cas, le groupe de travail a considéré que dans cette indication, la balance bénéfice-risque était favorable en cas d'échec ou d'intolérance. Bien sûr, toujours pareil, dépendant de la durée du traitement. C'est, je crois, que le maître mot de cette présentation en fonction des indications. Et puis là également, alors là, on est dans une indication qui, la plupart du temps, ne devrait pas poser de problème puisque la durée de leur utilisation est très courte. C'est une indication hors AMM. Néanmoins, elle est largement utilisée pour limiter le risque de ménorrhagie au cours de chimiothérapie. Et vous savez qu'on ne peut pas utiliser les contraceptions œstroprogestatives dans ces situations compte tenu du risque veineux qui est associé à ce type de chimiothérapie. Alors, il y a des alternatives thérapeutiques, mais alors très honnêtement, utiliser un agoniste du GnRH chez une patiente qui va avoir une greffe de moelle ou une chimiothérapie pour une hémopathie, c'est, je dirais, presque une double peine. Donc, au total, nous avons essayé de vous montrer que tous ces macroprogestatifs, ou tout au moins les deux dont on parle aujourd'hui, acétate de nomogestrol et acétate de chlormadinone, ils font partie de la pharmacopée usuelle des gynécologues, mais bien sûr également d'autres praticiens qui prennent en charge ces pathologies, et qu'il y a un certain nombre de pathologies pour lesquelles on ne va pas pouvoir éviter de les utiliser. Donc, il va vraiment falloir beaucoup réfléchir dans la révision des indications et dans les limites qui vont être peut-être indiquées par le groupe de travail dans leurs indications. Voilà, je vous remercie de votre attention et bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci Florence. Donc c'est pour ce gros travail parce qu'on voit bien que c'est un travail qui a été très documenté à la fois sur le niveau de preuve et le niveau d'expert. Je pense que nous aurons à le retravailler peut-être pour nous en tout cas à le simplifier en termes d'indications. Juste brièvement, si tu devais nous dire quelles sont les indications qui, selon vous, très brièvement, ne doivent plus faire l'objet d'une utilisation par l'uténide l'utéran en dehors effectivement du fibrome. Alors, Parce que par exemple... Alors, je n'ai pas effectivement évoqué le problème du traitement hormonal de la ménopause, parce que pour nous, on peut considérer que c'est presque une histoire réglée. Du reste, ça a été montré avec la très faible utilisation de ces progestatifs dans cette situation. Tout simplement, depuis que nous avons les résultats de la grande étude de cohorte de la MGEN E3N qui montrait que le risque de cancer du sein associé à ces types de progestatifs était plus élevé que lorsqu'on associait à l'œstradiol, la progestérone ou la dihydrogestérone. Donc la majorité des praticiens qui utilisent encore le traitement hormonal, et Dieu sait que ce traitement n'est plus que très faiblement utilisé en France, n'utilisent quasiment plus ces macroprogestatifs dans cette indication. C'est pour cela que je n'en ai pas parlé. Pour autant, de ce que je comprends, la contraception, pour vous, ça reste une possibilité en cas de contre-indication cardiovasculaire liée aux pilules dites classiques. Alors, vous avez bien compris que ce n'est pas une alternative de première intention. On a d'autres moyens contraceptifs qui peuvent être utilisés et qui sont bien sûr tout à fait efficaces. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un certain nombre de situations cliniques où on ne peut pas les utiliser, soit parce qu'ils sont refusés par les patients. Et ce problème de refus, il rentre quand même en ligne de compte, notamment pour tous les dispositifs intra-utérins, ou d'autre part parce qu'ils ne permettent pas d'avoir notamment un bon contrôle du cycle. Et c'est souvent le cas, soit chez les adolescentes, ou tout du moins les jeunes adultes, soit au contraire après 45 ans.
Donc, il y a certes ces macroprogestatifs qui sont caractérisés par cette augmentation du risque vasculaire, pour lequel on a un vrai bénéfice additionnel de l'utilisation de l'effet antigonadotrope, notamment ces pathologies lupiques, qui sont bien stabilisées par ce type de traitement. Très bien, merci beaucoup. Donc, on sera amené de toute façon, bien sûr, à rediscuter ce champ des indications lors de la partie purement scientifique du CST qui, comme nous l'avons dit, se tiendra d'ici la fin de l'année. Donc, Étienne, hein, tu as une question? Bon, oui, remarquable exposé. Juste, je pense que la chirurgie est peut-être un petit peu moins loin dans la liste des possibilités en troisième, quatrième intention dans certains cas. Bon, il y a les ligatures de tronc. Enfin, si on n'a plus les produits qui nous distinguaient des autres pays, comme les États-Unis, bah, il y aurait été obligé de faire comme plus de ligatures de tronc. L'hystéroscopie, l'endométrectomie, c'est quand même relativement léger. Ça peut marcher. Et la célioscopie pour douleur de l'endométriose, ça a aussi ses indications. Bon, pour l'instant, c'était l'échec des médicaments, mais bon, ça peut remonter un petit peu dans la liste des possibilités. Non, mais il est évident que toutes les alternatives thérapeutiques, elles doivent être présentées aux patients et que souvent leur choix résulte justement d'un dialogue singulier entre le praticien et sa patiente sur les effets, la balance bénéfice-risque de chacun d'entre eux et les souhaits. On n'est pas du tout question de nier la chirurgie. Je dirais que en tant que médical, par rapport, c'est ce qui nous distingue, même si bien sûr le CNJOF a largement participé à l'établissement de ces indications. C'est vrai qu'en tant que praticien gynécologue médical, le nombre d'hystérectomies qui est fait en France est nettement moindre que dans beaucoup d'autres pays européens et notamment aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Je ne me permettrai pas de porter un jugement, mais c'est quand même un élément qu'il faut considérer en prenant là également en compte la problématique de la balance bénéfice-risque, même si les risques liés à la chirurgie d'hystérectomie est nettement, enfin, je veux dire, les risques sont nettement moindres qu'ils n'étaient il y a 15 ou 20 ans par l'amélioration des techniques chirurgicales, notamment que ce soit voie basse ou célioscopique. J'ai une question. Jacques, on t'écoute. Vas-y. Moi, je pense, j'ai entendu ce topo très exhaustif. Je pense que pour la réunion... On t'entend mal, essaye de parler plus près, éventuellement. À suivre de prise de décision, il serait important pour chaque indication qui a été exposée là, qu'il y ait le niveau de preuve de façon extrêmement précise. Autrement dit, quand est-ce que ça repose sur une étude randomisée, sur quels critères il a été établi, à part une opinion ou un consensus qui n'est pas un niveau de preuve, c'est simplement un accord entre des professionnels. Et donc, je pense que quand on va établir, si on veut établir de façon sérieuse une balance bénéfice-risque, il est essentiel que pour chaque indication qui a été indiquée là, il y ait les niveaux de preuve et les niveaux de preuve de la littérature. Et je pense qu'on ne pourra pas décider sur des opinions. On devra décider sur des faits. Et je pense qu'on est dans une période sanitaire qui nous démontre l'importance de ce genre de pratique. Si je peux me permettre de vous répondre, Monsieur Hung, je partage tout à fait, bien sûr, votre avis. La difficulté, c'est d'arriver justement à mettre en place ces études randomisées avec un financement qui soulève une question. Et je vais vous donner juste un exemple, puisqu'il est vrai que ces deux progestatifs, qui sont une habitude très franco-française de leur utilisation, souffrent de manque de preuves scientifiques dans la validité des résultats ou du moins des bénéfices que l'on va obtenir. Je vais juste vous donner un exemple. Cette année, nous avons déposé au CHU de Toulouse une demande de PHRC pour justement évaluer l'effet de l'acétate de cyproterone dans l'endométriose versus traitement de référence œstroprogestatif. C'est un PHRC sur lequel nous avons passé beaucoup de temps à travailler. Il nous a été refusé sans aucune révision. Donc, toute la difficulté actuellement, il y a des équipes en France qui ne demandent qu'à travailler sur ces progestatifs. La problématique, c'est qu'il faudrait qu'il y ait vraiment des crédits qui soient dédiés à ce type de travaux, parce que lorsqu'on passe par le PHRC national, par les appels d'offres du PHRC national ou même régional, c'est systématiquement refusé ou presque.
Non, mais ça, je suis. Parce que c'est des vieilles molécules en plus. Voilà, en plus. Ce qui est dommage, c'est que les études n'aient pas été faites avant. Mais oui, mais malheureusement, ça, c'est comme ça et on peut pas revenir en arrière. C'est important parce que vous comprenez bien qu'il ne suffit pas de dire que l'hydroxychloroquine fonctionne. Non, mais Et je suis, donc, et je donc, suis entièrement d'accord. Mais bon, c'est que peut-être il y a aussi un rôle de la NSM, je ne sais pas à quel niveau et quel mécanisme, d'appuyer justement ce genre d'études qui sont tout à fait importants. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais je pense que si on veut être sérieux, établir vraiment une balance bénéfice-risque, il faut procéder comme il se doit. Et avec toutes les difficultés que je comprends, hein. L'Utenil, je le connais depuis que je suis interne, effectivement, il y a très longtemps. On a travaillé dessus avec Gilbert Chaison à l'époque. Et au moins, on a fait une étude. Hein. Elle vaut ce qu'elle vaut. On a montré que l'Utenil était antigonadotrope. Et donc, je pense que malheureusement, on est face à une carence académique, qui est celle de ne pas avoir fait des études au cours des, disons, 25 dernières années. Et malheureusement, c'est comme ça. Et maintenant, je pense qu'il faudrait effectivement essayer, et je pense que la NSM a un rôle à jouer, et pas seulement la NSM, d'autres autorités et les collèges, pour demander les associations de patients, puisqu'il y a des patients là, pour justement appuyer des initiatives comme la vôtre, c'est-à-dire de faire des études, disons, qui permettent de trancher des questions, parce que sinon on est dans le discours, quoi. Voilà. Et je pense que c'est très important. Je reviens au point initial, hein, parce que comment peut-on dire qu'il y a une balance bénéfice-risque favorable si on n'a pas de preuves? Moi, ce n'est pas un consensus qui permet de dire qu'il y a une balance bénéfice-risque positive. Un consensus, c'est des gens qui se mettent d'accord autour d'une table et disent tiens, c'est bien ou c'est pas bien, avec des graduations effectivement au niveau ABCD. Et donc, mais ça va être difficile d'être opposable s'il n'y a pas un certain niveau de preuve, quoi. Voilà, c'est une inquiétude que j'ai, c'est-à-dire que je pense qu'on va être confronté à cette discussion lorsque le CST va se réunir la prochaine fois. oui, non, mais vous avez raison, mais la difficulté, c'est que, et c'est un paradoxe du reste très français, puisqu'on peut considérer que la France a été pionnière en Europe dans le développement de l'hormonologie de manière générale, hein, que ce soit au travers des progestatifs ou même du traitement hormonal à la ménopause, avec de l'utilisation des voies cutanées pour lequel la France a été la première à les utiliser. Et paradoxalement, il n'y a eu aucun travaux scientifiques, ou tout au moins à l'aune de ce qui est jugé actuellement comme un niveau de preuve suffisant, lorsque ces molécules ou lorsque ces traitements ont été développés. Il n'en demeure pas moins que si vous, par comparaison à l'hydroxychloroquine que vous venez de citer, ça fait quand même 20 ans que nous utilisons ces traitements, qu'il y a quand même une expérience relativement longue parmi les praticiens qui utilisent ces traitements pour pouvoir dire que certes, on n'a pas de niveau de preuve, mais qu'il y a quand même une efficacité clinique et des patients qui sont tout à fait satisfaits de ce type de prise en charge. Donc, jeter le bébé avec l'eau du bain systématiquement par manque de preuves scientifiques, je crois que c'est aussi un risque auquel il faut peut-être être un petit peu prudent. Non, mais bien sûr, mais je pense que on paye une situation, c'est un héritage. Voilà. Tout à fait. Étienne et après Marianne Gnosi. Oui, en tout cas, bon, une partie des indications qui restent des progestatifs, c'est les contre-indications des œstroprogestatifs, qui parfois, très souvent, peuvent se substituer. Et il y a une chose sur laquelle le niveau de preuve est quand même très correct, c'est que les œstroprogestatifs entraînent une augmentation du risque de thromboembolique veineux. Ça, c'est bien marqué, particulièrement sur les troisième génération. Tu m'as fait, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, pour l'acétate de chlormadinone, il n'y a pas d'augmentation du risque de thromboembolique veineux. Donc ça, c'est quand même des choses solides sur lesquelles on peut s'appuyer en niveau de preuve. Oui, merci de le rappeler. Marianne, allez-y. Les propos précédents sur l'absence d'études, en fait, pour le planning familial, nous, on a beaucoup de difficultés à appuyer les demandes des gynécologues médicaux, notamment au niveau des différents du Luténil et de l'Androcure quand il y a eu des ruptures de stock.
parce que justement, on ne connaît pas très bien, enfin, on nous en parle comme étant quelque chose qui a énormément de bénéfices, mais au niveau de la littérature scientifique, on n'a pas grand-chose. Et parce qu'au planning familial, il y a énormément de médecins généralistes et de sages-femmes qui s'occupent de contraception, que ces prescriptions étant des prescriptions qui sont généralement faites par des gynécologues, on a peu de dialogue aussi avec le monde de la gynécologie, des avantages éventuels pour une personne lambda d'utiliser ces contraceptions. Donc c'est une situation dans laquelle on est un peu bloqué, on a du mal à avoir une parole en tant qu'association. Très bien. Ensuite, une question donc pour Madame, pour Geneviève. Essayez de parler le plus près possible de votre micro d'ordinateur parce que parfois la connexion dans la salle est pas optimale. Donc je ne sais pas si on a eu du mal à vous entendre, Marianne. Geneviève. Un micro pour que vous m'entendez. Là, j'ai un micro normalement qui est près de moi. Non, je voulais rebondir un petit peu sur la réflexion de Jacques Jung qui est effectivement très intéressante et quand on a effectivement des niveaux de preuve, on est très à l'aise pour émettre des recommandations, mais il y a certaines situations cliniques, comme l'a justement dit Florence, où on n'aura jamais de niveau preuve, on n'aura jamais d'essai randomisé et que la prescription de ces macroprogestatifs reste indispensable, notamment dans le risque vasculaire. On n'aura jamais du niveau de preuve de l'utilisation, par exemple, de ces macroprogestatifs chez des patientes qui ont un traitement anticoagulant et des kystes fonctionnels hémorragiques où on risque un hémopéritoine et potentiellement une morbimortalité assez importante. Ça, c'est des choses qui sont publiées. Alors, est-ce qu'on peut s'appuyer sur des cas rapportés comme on l'a fait initialement pour le méningiome, mais on n'aura jamais ni d'essais randomisés, ni d'études de niveau de preuve plus élevé. Il n'empêche que ces progestatifs paraissent vraiment indispensables de fait de leur action antigonadotrope dans certaines situations cliniques. Et je pense que Florence avait sa présentation, notamment sur les vasculaires, est basée principalement sur les contre-indications des autres stratégies thérapeutiques. Alors, est-ce qu'il faudra faire un chemin de stratégie thérapeutique avec en première intention telle ou telle thérapeutique? Je pense que c'est à ça qu'il faudra réfléchir dans les recommandations qui vont être établies. Mais je pense que c'est très important que ces progestatifs restent disponibles pour certaines situations cliniques. Très bien, oui, je pense qu'on a quand même un gros travail. Sur l'utilisation des progestatifs et je rejoins quand même la position effectivement de Jacques pour qu'on puisse statuer correctement de manière scientifique lors du CST. Il faudra probablement qu'on ait une vision un peu plus claire sur quelles sont les indications, on va dire, indiscutables au plan du bénéfice démontrées par des essais cliniques et la littérature, et celles dont on pense qu'il existe un bénéfice, mais qui est basé sur un consensus d'experts avec une absence de niveau de preuve requis normalement. Voilà, parce qu'on ne peut quand même plus raisonner comme avant, maintenant qu'on a la connaissance d'un risque qui, bien que rare, est extrêmement grave pour les patientes. Donc, c'est, je pense, illusoire de penser qu'on aura des études cliniques qui vont être menées avec ces très anciens produits dont certains se retirent sur le marché, mais à nous, tous ensemble, de clarifier les indications pour lesquelles le bénéfice-risque reste véritablement favorable. Donc là, le travail a été bien entamé, bien commencé, mais on va devoir l'affiner parce que je pense que sinon, on n'arrivera pas à déterminer les indications devant vraiment bénéficier encore du luténil et du luthéran, donc sachant que fatalement, il y en aura moins que ce qu'il y a actuellement. Voilà, est-ce que si c'est OK sur ces questions, nous allons passer à la suite des auditions.